Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité se dirige progressivement vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est la paix universelle, l'égalité absolue entre les hommes, le fait que plus aucun homme ne puisse asservir un de ses semblables, donc une véritable fraternité, un respect absolu, enfin, toutes les grandes valeurs que nous connaissons montées à leur absolu. L'égalité, la liberté, mais qui n'a rien à voir avec la liberté que nous offre le libéralisme, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, une humanité qui est sortie du moment, par exemple, qu'on connaît, qui est un moment matérialiste, consumériste, etc., technique, technologique. Et tout ça, c'est les outils, les instruments pour construire cet état de paradis dont je parle, mais qui se dissoudront sur la distance, parce que la finalité, c'est pas d'avoir une technologie extraordinaire la finalité, c'est de ressentir le bonheur et de vivre pleinement l'existence euh, incroyable, extraordinaire qui nous est offerte. Même si on a justement on pourrait dire l'évolution technologique ou scientifique et même sociale nous fait croire que le monde que c'est ordinaire en réalité d'exister, que notre existence est ordinaire. Et c'est pas le cas. Notre existence est extraordinaire. C'est vivre, c'est quelque chose voilà, dont on ne connaît encore pas le sens, ni la volonté originelle, s'il y en a une, qui préside à cette expérience incroyable que nous vivons plus ou moins longtemps chacun d'entre nous. Donc, voilà. Le but, c'est donc l'égalité. Alors, l'inégalité, les inégalités de forme qu'on utilise, ce sont des outils pour évoluer. Voilà. Des riches, des pauvres, des intelligents, des moins intelligents, des plus capables d'exprimer leur amour, moins capables d'exprimer leur amour. D'ailleurs, sur la mécanique universelle, je dis que le véritable barème de l'humanité, c'est l'aptitude à exprimer son amour, le niveau d'empathie en somme. Et ça sera ça qui sera, à mon sens, privilégié dans le futur. Il y a eu des moments où c'était la force pour le guerrier, il fallait, voilà, c'était ça qui était le barème du supérieur. Après, c'était celui qui avait le coefficient intellectuel le plus haut, etc. Celui qui a le plus de pouvoir maintenant, celui qui a le plus d'argent, voilà, etc. Mais le véritable barème de l'évolution, c'est l'aptitude à aimer de façon la plus élargie possible. Le saint, voilà, l'apothéose de cette... c'est le saint, celui qui peut aimer la terre entière, l'assassin comme le saint. Voilà, celui qui a dépassé toutes les barrières qui nous contraignent à juger tous les jugements négatifs. Voilà. Alors, dans ce retour à l'écoute des podcasts, eh ben, on va commencer on va recommencer. J'ai fait une petite tentative il y a quelque temps, mais en fait, j'étais pas disposé véritablement à travailler. Euh, J'avais le site de la mécanique universelle à mettre en place, et puis maintenant il y a les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon qui commencent à être
voilà, qui commence à se mettre en place. Et donc, ça occupe pas mal de temps. Alors là, c'est toujours sur Avec Philosophie, l'émission de France Culture qui passe le matin dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en général. Mais bon, c'est sur 4 jours. Et là, la semaine dernière, c'était consacré à la Boétie, la servitude, le discours sur la servitude volontaire. Ben, on va commencer par l'épisode 4, parce que c'est celui que j'ai écouté cette nuit-là. La servitude volontaire, une hypothèse hautement transgressive en philosophie politique. Je l'ai écouté, j'ai écouté que des bribes, hein, donc c'est un petit peu comme si je suis, entre guillemets, vierge devant ce qui va être dit. Et je travaille sur le tas. Voilà, ce que j'entends, je réagis en fonction de ça, et c'est souvent en lien avec les réflexions que j'ai eues sur la mécanique universelle, et donc avec la théorie. C'est un prétexte à préciser ma théorie. Donc si on lance, qu'est-ce que ça donne? France Culture, Un peu fort. avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Pour ce 4e épisode de notre série sur la transgression, demandons-nous ce qu'est un texte philosophique transgressif. Quels effets il produit, recouvrement, présence voilée, détournement, réfutation trop empressée, instrumentalisation. Je vous propose d'examiner le cas du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Et en fait, l'humanité On se pense construit... que le discours de la servitude volontaire, ou contre un, c'est un sous-titre que nous analyserons, a été écrit autour de 1548. La Boétie aurait donc eu à peu près 18 ans. Mais il n'a pas été publié avant une édition de Protestants huguenots de 1574, édition qui acheva d'en faire un texte sulfureux que désormais même l'ami Montaigne ne pouvait plus publier. La servitude volontaire, eh bien, ça signifie que les humains ne font pas que subir la domination de l'extérieur, mais ils y adhèrent de l'intérieur et, dit la Boétie, ils pourraient et devraient cesser de le faire. Selon le penseur français Miguel Abinsour, disparu en 2017, cette idée de la Boétie était, je cite, une hypothèse scandaleuse. Et ce parce qu'elle complique la question de l'émancipation, bien sûr, mais sans y renoncer d'aucune manière. Autrement dit, elle gêne d'abord les penseurs de la liberté, ah ben oui, c'est un sérieux obstacle entre leurs pattes. Elle gêne aussi les théoriciens du pouvoir, et notamment de l'État, qui sont trop en paix avec les aspects dominateurs de ce pouvoir, car souvent ces théories s'appuient sur la servitude volontaire comme trait conjoncturel de l'être humain, mais en vérité, leur dit la Boétie à l'avance, ces théories ne fondent rien de vraiment légitime. La philosophie politique occidentale n'a cessé donc d'être hantée par ce problème. Certains et beaucoup l'ont fui, certains l'ont abordé, Rousseau, Spinoza, Montesquieu, Kant, Marx, mais sans jamais nommer la Boétie. Et là, on voit que justement sur les réseaux sociaux, il y a un courant extrêmement fort, puissant de révolte contre cette servitude volontaire ou involontaire. Pour moi, elle est involontaire, mais bon, voilà, on va avancer là-dedans. Et elle est, voilà, elle fait partie du processus de développement de l'humanité. Évidemment, et la lutte contre les tyrans, entre guillemets, ça fait partie du mécanisme de notre émancipation, de l'émancipation de la conscience humaine à travers les âges et les siècles. Pour analyser tout cela, cette transgressivité du texte, voici des invités qui connaissent bien la Boétie et Miguel Abinsour. Bonjour Anne Cupiac. Bonjour Géraldine Mühlmann. À côté de vos travaux personnels, vous avez aidé encore à l'édition de certains textes de Miguel Abinsour.
publié pour beaucoup d'entre eux aux éditions Sens et Tonka. Michel Cohen-Halimi, bonjour. Bonjour, Vous êtes philosophe, spécialiste d'Adorno. Vous avez succédé à Miguel Abensour à la tête de sa collection Critique de la politique, créée au départ chez Payot, désormais installée aux Belles Lettres. Vous avez republié le discours de la servitude volontaire avec des commentaires. Miguel Abensour en avait proposé une première publication en 1976. Enfin, bonjour David Munich. Bonjour. Vous avez publié en 2012 chez Sens et Tonka, avec une préface d'Abensour, un livre intitulé L'art de l'amitié, Jean-Jacques Rousseau et la servitude volontaire. À 21h50, le dictateur est mort. Un deuil national est décrété dans tout le pays. Le 6 mars, la Pravda annonce le décès et dévoile également la constitution du nouveau gouvernement. La dépouille de Staline est exposée à la maison des syndicats pendant 3 jours de deuil et d'adieu. Les traces laissées par près de 3 décennies de culte de Staline sont profondes. Des centaines de milliers de personnes affluent à la maison des syndicats. La situation devient incontrôlable. Les services d'ordre sont débordés, des scènes de chaos surviennent. Des centaines de personnes meurent écrasées dans la foule. Leur nombre exact reste un secret d'État. France Culture, Et là, c'est quand même... ça mériterait une véritable réflexion. Comment des êtres humains vont pouvoir se laisser influencer par une propagande, hein, parce que c'est la propagande qui fait de Staline une sorte de... qui le met à un panthéon, qui construise un charisme qu'il n'a pas, parce que, et justement sur la mécanique universelle, j'essaye d'éclairer le fait que les dictateurs ou les présidents narcissiques n'ont pas de charisme, ils le construisent, ils le font construire par les médias, voilà. C'est une construction, on construit une image, on construit un charisme que l'homme de pouvoir n'a pas. Alors qu'il y a ça c'est par exemple dans le narcissisme et la psychopathologie, le dictateur, c'est le narcissisme criminel, pour moi, mais c'est toujours une sorte de narcissisme, même si c'est une psychopathologie, c'est un narcissisme criminel, et le narcissisme par exemple, démocratique, des hommes d'État qui se sont succédés là, et qui se succèdent encore actuellement, ils restent dans la légalité, ils ne sont pas dans le crime de façon déterminée, ils restent dans la légalité, mais toujours pour abuser ou pour favoriser leur clan, leur groupe, etc., au détriment du peuple. C'est un abus du peuple, mais qui se fait dans la légalité. Et en face, il y a les présidents égocentriques, les hommes d'État égocentriques. Par exemple, pour moi, De Gaulle, c'est un président égocentrique, c'est-à-dire il a un charisme naturel, son charisme est là, et il est sûr de ce qu'il est, il est ultra conscient de ses qualités. Donc c'est ça son égocentrisme, c'est de savoir véritablement ce qu'il est, qu'il se sent supérieur aux autres, même si au final la réalité n'est pas, par rapport à ma théorie, on est tous égaux, mais bon, voilà, il sait où il est par rapport aux autres. Et donc c'est un sentiment de supériorité qui colle avec sa réalité, avec la réalité de sa supériorité. Chez le président narcissique, par exemple, il a une vision grandiose de lui-même, c'est ça le narcissisme, qui
qui lui fait croire qu'il est qui lui donne une image de lui-même qui est exagérée et qui est amplifiée par le système pour le mettre en place et le garder en place. Et donc, c'est un faux charisme qui est là. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, au point où les hommes politiques, depuis 2 ou 3 tours, là, un peu plus, la façon dont ils sont conspués, c'est que on ne croit pas à leur charisme, quoi. Même s'ils montent la sauce, ça ne marche pas. Voilà. Avec philosophie, Géraldine Mulman. Vous venez d'entendre l'extrait d'un documentaire sur Staline, Vie et mort d'un dictateur, qui a été diffusé sur Arte en 2022. Voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est étonnant qu'on puisse aller s'accrocher à une figure comme ça. Ben, c'est tout le travail de la propagande, qu'elle soit dans la démocratie ou pas, ou par la dictature, ou par le gourou. C'est complètement étonnant que des gens suivent des gourous qui pensent qui ont des propos qui sont complètement hallucinants. Et ben voilà, ça fait la diversité de l'humanité. C'est comme ça qu'elle se construit. Quand on le regarde de l'extérieur, c'est pathétique, c'est triste, c'est tragique pour certains, mais voilà, ça fait partie de la façon dont l'humanité se construit. Et voilà. Et qui évoque donc ces obsèques de Staline qui a tellement opprimé son peuple, responsable de la mort de centaines de milliers de gens, notamment au Goulag. Et pourtant, en ce jour de 1953, en mars, pour ces obsèques, près de 5 millions de personnes sont venues se recueillir sur son corps, devant son corps, et dans cette foule, plusieurs centaines ont été même écrasées. Place Naya, particulièrement. Michel Cohen-Halimi, est-ce un bon exemple, toute cette gratitude malgré tant de souffrances, de ce que la Boétie appelait la servitude volontaire? Oui, je pense que c'est un bon exemple, en ce sens que le scandale de la servitude volontaire, c'est-à-dire le scandale dans le fond d'une servitude cause d'elle-même, consiste en une abdication de la liberté qui va jusqu'au sacrifice de soi. Et donc ce que Miguel Abensour a pu nommer dans ses notes diverses sur le discours de la servitude volontaire, le cran d'arrêt de la peur de la mort est franchi. C'est-à-dire qu'on a un don de soi, un don de la liberté, une abdication de la liberté qui va jusqu'à la mort. Et là, je pense que dans cet exemple, il y a déjà cette dimension-là, qui fait pour une large part la dimension de scandale, de monstruosité, de vice monstrueux de la servitude volontaire. Et il y a une autre dimension qui est, dans le fond, la fascination, la captation fantasmatique que produit le nom d'un, l'amour de l'un, alors le père des peuples, Staline. Et là, il y aura quelque chose, je pense, de fondamental à lier, un nouage fondamental qui est une logique de la pluralité politique et une logique du désir, les deux noués ensemble, et dans une suspension du langage qui est le nom d'un, la fascination pour le nom d'un. Je précise pour nos auditeurs, Alors, c'est une expression de la Boétie dans son discours. On va expliquer ce que ça veut dire, cette séduction, cette envie, fascination. Oui. Voilà. Alors, le nom d'un, je ne connaissais pas. Alors, ce sacrifice, ce goût du sacrifice, ben, il traverse toute l'humanité. Évidemment, un peuple, dans sa fascination devant un dictateur, peut aller au sacrifice de son existence. Et on l'a vu, ça a été la tragédie du XXe siècle. Mais c'est certainement la tragédie de tous les siècles avant. Les hommes sont allés à la guerre parce qu'ils étaient fascinés par quelqu'un qui les y entraînait, en réalité. Et par le discours qui était tenu à ce moment-là, qui leur faisait perdre de vue le sens, la puissance de l'existence, d'une existence, et le fait qu'on n'en a qu'une existence, etc. Chaque être humain qui a un peu de jugeote sait que, on n'a aucune preuve de revenir dans ce monde ou d'aller même dans un paradis idyllique ou quoi que ce soit, même si on
certains y croient, mais c'est possible aussi que ça existe. Mais ce sacrifice, eh ben, il fait partie véritablement de l'humanité, c'est clair. Alors, il est de moins en moins prégnant, c'est ça qui est très intéressant dans l'évolution de l'humanité, c'est que progressivement, la jeunesse, par exemple, le niveau de conscience actuel fait que les jeunes ont une autre vision de l'importance de l'existence, de leur existence. Et donc, ils ne vont pas sacrifier, ils auront beaucoup de mal à les envoyer à la guerre. On le voit, hein, ils sont un peu obligés de les pousser dans les pays comme l'Ukraine ou la Russie. Ils sont forcés, quoi. Ils partent plus la fleur au canon et avec l'envie d'aller faire la guerre. Mais pour ce que je voulais surtout dire, c'est que ce sacrifice, donc le cran d'arrêt qui est dépassé derrière par le peuple dans la servitude volontaire et qui va jusqu'à son sacrifice de sa vie, mais c'est ce que, par exemple, un philosophe fait pour le divin ou pour l'humanité ou pour voilà. Moi, j'ai un sentiment de sacrifier mon existence, de consacrer ma vie au lieu de le consacrer au plaisir ou à la recherche du plaisir, du bonheur, de la paix, de la tranquillité, de la sérénité, de profiter des jours, de l'amour, des bonnes choses, de la bonne chair, etc. Toutes ces valeurs que la société donne, eh bien, je frustre tout ça pour, entre guillemets, l'œuvre que j'ai le sentiment de devoir accomplir pour le divin. Pour moi, c'est ça. Je travaille pour le divin, comme voilà, peut-être la Boétie travaille pour l'humanité, Jean-Jacques Rousseau aussi, ou voilà, mais Spinoza peut-être travaille pour le divin, et peut-être, etc. Il y a, chacun a son propre moteur. Et donc, c'est une sorte de sacrifice qui est fait. Donc, le sacrifice en lui-même, il fait partie de l'humanité. De se reconnaître dans l'un avec un grand U, qu'est au fond le pouvoir et la personne qu'il incarne, au lieu de rester dans une pluralité où chacun est un petit un. On préfère s'agglutiner ainsi. Pensez-vous, Anne Kupiec, que l'expression don de soi que vient d'employer Michel Cohen-Halimi décrit en effet un aspect important de la servitude volontaire selon la Boétie? Oui, bien sûr, le don de soi me semble refléter, j'allais dire simplement, et c'est sans doute une lutte contre la mort. Une partie de ce qu'envisage la Boétie dans son discours. Parce que le don de soi laisse entendre une sorte d'individualité, alors que ce que met en lumière la Boétie, c'est un don de soi qui serait collectif. Et ces dimensions collectives me semblent effectivement beaucoup plus significatives parce que vous venez de l'évoquer, cette unité recherchée par chacun pour former une collectivité unique, un grand un, avec un U majuscule, déborde, me semble-t-il, ce que peut recouvrer le don de soi entendu de manière individuelle. Mais alors ça rapproche un petit peu de ce qui va être sans doute découvert un peu plus tard, peut-être par les psychologues du 19e siècle, je ne sais pas, ça c'est une intuition, hein, c'est pas une connaissance. Le fait le mimétisme, l'importance du mimétisme dans l'humanité, qui aura été vraiment utilisé au XXe siècle avec la publicité, avec voilà pour justement manipuler
les foules d'une autre manière, plus au niveau guerrier, mais au niveau du marché, du système marchand. Et donc, ce mimétisme, c'est ça qui est à l'œuvre aussi dans le fait que les jeunes partaient en chantant à la guerre en 14. On voit les images sur les... Voilà, alors est-ce que ça correspondait... Voilà, est-ce que dans un groupe, les êtres humains, leur peur, ils ne pouvaient pas la montrer, ils étaient obligés de coller à l'image qui était véhiculée par l'ensemble, et l'ensemble, en fait, il se constitue tout seul. Il faut... Chacun fait semblant de ne pas avoir peur, et donc ceux qui voient ces gens qui font semblant de ne pas avoir peur, ils vont faire semblant également de ne pas avoir peur, etc., etc. Et c'est ce qui fait le... Et cela explique, je vous en remercie, donc bien le sous-titre du discours de ce jeune La Boétie, le contre un. Qu'en pensez-vous, David Munich, vous qui avez travaillé sur Rousseau, D'accord, j'avais pas compris qui est peut-être un des rares à avoir une vraie dette envers La Boétie, même si vous nous expliquerez plus tard dans l'émission pourquoi il ne le dit jamais. Qu'est-ce que vous pensez de ce sacrifice incroyable de beaucoup de gens connaissant les souffrances du stalinisme et qui vont se recueillir avec une dimension émotionnelle, j'insiste là-dessus, très grande. Faut-il donc se méfier pour la Boétie des émotions politique, des envies d'unité, de fusion, qui au passage ont fait beaucoup de morts. Et alors, ce qui voudrait dire que on est utilisé, et là il y a en même temps, il faut ajouter à cette critique, pour le stalinisme ou pour les autres, la panthéonisation des choses, ce sacré que les hommes d'État depuis les années 80 et même avant, hein, ça a toujours été comme ça, mais qu'ils ont perpétué et qui perpétuent encore, même s'ils ont 50 ans. Des jeunes présidents qui arrivent là, qui devraient avoir des idées complètement progressistes, vont faire travailler le peuple pour la guerre, pour se mettre en scène dans des visions grandioses de chefs de l'armée, etc., qui passent, qui est comme ça, enfin, ces hommages rendus, etc. C'est tragique, hein, parce qu'ils entretiennent, ça veut dire que même s'ils viennent à la présidence à 40 ou 50 ans avec normalement des idées complètement novatrices, ce sont des vieux personnages qui sont choisis par l'oligarchie pour les représenter. Toujours là. Tout à fait, je crois que c'est une tentation qui est très forte, c'est une tentation qu'on peut retrouver à de nombreux moments dans l'histoire, y compris des moments très récents, qui se présentent dans différents pays, et donc qui est vraiment une tentation permanente. Mais je crois qu'il faut bien se garder également d'y trouver une argumentation, une causalité complètement rationnelle. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas un phénomène qui se répétera toujours, il se produit de temps en temps, parfois, mais l'inverse est également possible. Alors, oui, puisque nous sommes dans le cœur du sujet, ce don de soi, le fait de servir, il faut d'abord préciser, il y a plusieurs transcriptions du texte de La Boétie. Il y en a notamment du 19e siècle, je pense à celle de Charles Teste, qui est souvent utilisée. Michel Cohen-Halimi, vous avez fait une nouvelle publication à partir du texte qui était le manuscrit remis par Montaigne à Henri Même, là pour le coup au XVIe siècle. Dans le texte originel, donc, La Boétie dit, attention, non pas obéir, mais servir. C'est ça la cible. Il peut arriver qu'on obéisse librement. C'est servir qui le perturbe, Michel Cohen-Halimi. Pouvez-vous préciser ce point ? Je pense que l'insistance de La Boétie, elle porte sur la dimension active. Dans l'analyse de la domination, on a pour coutume, dans le fond, d'envisager une polarité frontale, les dominants exerçant verticalement ou frontalement leur pouvoir sur les dominés. Et on a de multiples textes dans l'histoire philosophique où on analyse les moyens de l'exercice de la domination. Alors la contrainte, la force, bien sûr, la ruse aussi, toutes sortes de procédés sophistiques.
Or, ce qui intéresse la Boétie, c'est de prendre le problème à l'envers, si je puis dire, sans maintenir la polarité, mais en envisageant du point de vue des dominés, dans le fond, la production de la domination elle-même. Donc quand on obéit librement, on ne peut pas dire qu'on soit dans une situation de domination claire et nette. En revanche, avec un tyran, et à l'époque où il écrit, il faut rappeler 1548, c'est le moment aussi où a eu lieu une révolte importante, dite de la Gabelle en Guyenne, contre l'impôt sur le sel. Les gens étaient dans un état de misère effrayant, et qu'ils ne se rebellent pas à ce moment-là, la Boétie n'en revenait pas. Alors je sais bien que plus tard on dira il a écrit ce texte avant, c'était pas lié directement à cette révolte. Le Montaigne, son ami lui-même, était un peu gêné. Il y a quand même quelque chose de très désobéissant dans le texte de la Boétie. Mais pensez-vous, Michel Cohen-Halimi, que au fond, le servir, c'est ce qui arrive. C'est pas le problème d'obéir, que ça peut être libre, mais à l'époque, ça n'avait pas de sens. Obéir à l'époque, c'était servir de tout son être. Mais là, ça éclaire quelque chose que je n'avais pas entendu et pas compris dans la servitude volontaire. Et peut-être je ne l'ai pas complètement compris, je n'ai pas lu le texte. Mais est-ce qu'il porte la faute plutôt aux victimes? Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, c'est-à-dire au peuple, c'est le peuple qui accepte, qui construit le tyran en définitive, c'est lui qui accepte de le construire. Alors, peut-être qu'à l'analyse fine, on peut arriver à cette conclusion, c'est possible, mais globalement, on se rend bien compte qu'il y a la ruse, il y a la force, il y a la peur, il y a tout un tas de moyens qu'un système met en place pour dominer le peuple. Et la preuve en est que là, nous sommes en démocratie maintenant, c'est-à-dire normalement, c'est la souveraineté du peuple. C'est que par des stratégies qui font que les dominants actuels, le groupe qui maîtrise le politique et les pouvoirs, on va dire, l'ensemble des pouvoirs, l'oligarchie, etc., ne donnent pas les moyens, alors qu'ils ont tout à fait les moyens de faire une véritable démocratie, c'est-à-dire de mettre le peuple en tant que souverain, et donc eux comme serviteurs du peuple, c'est-à-dire voilà, un serviteur du peuple, c'est quelqu'un un serviteur, c'est celui qui sert le peuple et qui se tait d'une certaine manière, qui vient, qui fait le travail pour le peuple, qui interroge le peuple, qui dit qu'est-ce que vous voulez, etc. Vous voulez ça, vous voulez plus de bonheur, vous voulez plus d'acquis sociaux, vous voulez plus etc., qui interroge le peuple et qui lui donne ce qu'il veut. Là, c'est pas le cas. Les hommes politiques, depuis les années 80, interrogent l'oligarchie et lui donnent ce qu'elle veut, donc à inverser le système de la démocratie. Et donc c'est bien par la ruse que ça se produit, parce que ils ont les moyens d'autre chose, en réalité. Donc le peuple, il n'est pas, à mon sens, c'est pas lui le responsable de sa propre servitude. C'est un mécanisme qui est comme ça. C'est le même mécanisme qui fait que chez les primates naturels de nos origines, le dominant, le dos argenté, peut donner un coup de dent à un subalterne qui veut se rebeller, qui veut prendre aussi du pouvoir et aller vers l'égalité peut-être, admettons. Donc il lui donne un coup de dent et ça suffit pour calmer les velléités. C'est la même chose que la ruse pour faire taire le peuple ou pour le faire voter contre ses intérêts, pour les extrêmes qui sont préjudiciables à ses intérêts. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc c'est bien par la ruse, et malheureusement ce mécanisme il est tout le temps en place d'une certaine manière. C'est soit par l'autorité qu'on contraint le peuple, soit par la ruse, soit par la propagande, soit etc., etc. Mais en fait, le désir de contraindre le peuple et de ne pas lui donner la démocratie, c'est quelque chose qui est inhérent au système dominant. Donc c'est plutôt, moi je mettrais la responsabilité sur le dominant. Et c'est ce que je fais sur la mécanique universelle. Je dis, en réalité,
on ne va pas incriminer l'élève si l'instituteur ne se comporte pas correctement. C'est à l'instituteur de donner l'exemple, etc. C'est aux hommes d'État de donner l'exemple de la démocratie, par exemple, puisque nous sommes en démocratie. C'est pas ce qu'ils font. Oui, mais je pense que obéir, c'est quand même consacrer une relation de polarité. On obéit à une loi, on obéit à des maîtres. En revanche, servir et pourchasser, dans le fond, il y a un désir d'abord, il y a une dimension de désir, et puis il n'y a pas encore cette polarité, on la produit. Donc la production de la polarité et la dimension désirante de cette production de la polarité me semble incliner vers le privilège de servir sur obéir, parce qu'après tout, l'obéissance peut être tout à fait légitime. Obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, dit Rousseau. Alors justement, David Munich, Oui, c'est le même problème que touchera Rousseau plus tard quand il dira l'homme est libre naturellement, mais on va partout, arrêter là. Voilà, pour cette première vidéo. Merci de votre écoute et puis n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire à propos de ces podcasts que je fais. Merci, à très bientôt.